Servir pour sauver. C'est une devise, une règle de conduite que des hommes et des femmes ont choisi pour en faire leur métier. Ils appartiennent à la sécurité civile et sont prêts à être projetés dans n'importe quelle région du monde pour porter secours à un pays sinistré. Voici l'histoire de 63 sauveteurs venus d'Île-de-France et d'Eure-et-Loir, envoyés aux Philippines. Un pays dont ils ne connaissent rien, là-bas, près de l'église. Mais qui vient d'être dévasté par le typhon le plus violent jamais enregistré dans l'histoire. Vous pouvez me montrer? Celui-là. Et de l'autre côté aussi? Parce que ça, c'est dangereux. Mais on peut travailler sur ce bâtiment. Ils ont 12 jours pour apporter le maximum d'aide à la population. Est-ce que vous pouvez me montrer l'école? Une aventure unique, celle d'une rencontre entre des secouristes français et les habitants de 2 îles des Philippines. Mais on est tellement heureux de ce que vous faites. Ensemble, ils vont unir leurs efforts pour faire renaître l'espoir d'une nation meurtrie. Novembre 2013, en région parisienne, au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, le COGIC. Un super typhon baptisé Haiyan vient de frapper les Philippines. Les vents ont atteint les 315 km/h, le typhon le plus violent jamais enregistré dans l'histoire. À la demande du gouvernement philippin, le ministre des Affaires étrangères a ordonné l'envoi sur place de sauveteurs de la sécurité civile française. Aux commandes des opérations, Michel Papot, directeur général de la sécurité civile, et Samuel Gesseret, chef du COGIC. En fait, on a reconstitué la 3 dimensions à partir d'images satellites, et tous les petits points que vous voyez en rouge sont des zones qui ont été détruites. En quelques heures, le typhon a tout balayé sur son passage. Sur la seule île de Leyte, dans la ville de Tacloban, les premiers bilans font déjà état de 10 000 morts. Depuis la catastrophe, le flux d'informations est continu. Tout est synthétisé par les spécialistes en gestion de crise pour préparer l'intervention sur le terrain. Là, ici, on est sur la salle de commandement, donc qui est en fait le centre opérationnel, la salle de crise, si vous voulez, qu'on va organiser quand on a une crise importante. On suit l'actualité en permanence, donc le typhon, vu son intensité exceptionnelle, bien évidemment a fait l'objet d'une surveillance toute particulière et donc on a pu anticiper un maximum, ce qui fait que notamment la partie satellitaire, on a pu l'activer avant pour avoir les images aussi vite que possible. La gestion de crise, c'est une course contre la montre, donc tout ce qu'on peut gagner comme temps, on va essayer de le faire pour aller jusqu'à l'objectif que l'on s'est fixé, c'est-à-dire, dans le cas présent, envoyer nos équipes de secours sur le terrain. La sécurité civile, c'est près de 250 000 personnes sur tout le territoire, pour l'essentiel des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Mais elle compte aussi dans ses rangs 1500 militaires, des sauveteurs d'élite, spécialement entraînés pour partir en renfort dans les situations les plus graves. Incendies de grande ampleur, inondations, tempêtes. Ils peuvent être mobilisés en France, comme lors de la tempête Xynthia en 2010 ou celle de 1999, ou encore à l'étranger, comme lors du tremblement de terre au Japon en 2011. C'est quand même des gens qui reçoivent une formation très performante dans le domaine du secours. Le danger, c'est leur quotidien. Donc ils ont l'habitude de travailler dans des conditions difficiles. Alors quelquefois, bien évidemment, c'est le cas sur les Philippines, on est dans des conditions qui sont extrêmes, mais ces gens sont aguerris à ça. Pour l'intervention aux Philippines, le gros du détachement vient de Nogent-le-Rotrou, une petite ville d'Eure-et-Loir où est stationnée l'unité numéro 1 de la sécurité civile. 41 militaires de l'unité ont été choisis pour partir en mission. Ils seront accompagnés de 22 sapeurs-pompiers venus d'Île-de-France. Les 63 sauveteurs vont partir pour un voyage de 11 000 km vers l'île de Cebu, au cœur de l'océan Pacifique.
L'aéroport de Cebu City, capitale de l'île, a été épargné par le typhon. C'est ici qu'est acheminé le gros de l'aide humanitaire internationale. 5 bâches rouleaux, c'est bon? Hey, 5 bâches rouleaux, ferme! Ok, it's ok les gars. Les 70 tonnes de matériel venus de France sont déchargées sous le regard du chef de détachement, le colonel Rémi Chassin. Bon alors, ça en est où? Ça avance bien. Ça avance bien là? Alors en fait il reste quoi? Ça c'est des tentes, non? Donc 50 tentes. 50 tentes. Ah ouais, t'as la liste? La petite liste. Alors, D'accord. Alors faisons le point. 50 tentes, elles viennent d'être chargées. Elles sont chargées là, ça y est. 489 kits de cuisine, j'en ai un peu plus de 210 là-haut, là, on n'a pas fini de ranger là. Ils y sont les 489, c'est la totalité? Il y en a 210 là-haut pour l'instant. Pendant toute la mission, le QG sera installé à Cebu City. Au sein du détachement, les pompiers d'Île-de-France et les militaires de Nogent-le-Rotrou sont placés sous le même commandement. Au total, 62 hommes et une seule femme, l'adjudant Diana Mauclair, infirmière. Détachement, bravo! Repos. Voilà, donc je vais vous adresser quelques mots. Je ne le ferai qu'une fois pour vous donner quelques consignes d'ordre général. La mission, elle n'est pas écrite. L'équipe 1 du capitaine Gilliard va partir sur l'île de l'été, va aller du côté de Tacloban et va trouver un chantier pour apporter du fret humanitaire. Et après, dans les jours qui viennent, ce sera à eux de nous dire ce qu'ils proposent. Soit ils reviennent, soit ils trouvent d'autres chantiers sur place. L'équipe numéro 2 du capitaine Dufeu va partir plein nord, puisque c'est au nord de l'île de Cebu qu'est passé le cyclone. Et ils vont trouver des chantiers, ils vont faire du bâchage, ils vont réparer des écoles. Enfin, voilà, à vous de trouver vos chantiers. Voilà, vous avez toute ma confiance. Je vous demande donc de monter haut et fort les couleurs de nos unités, de la sécurité civile et de la France tout entière. Les sauveteurs se sont tous portés volontaires pour faire partie du détachement. La plupart ont laissé derrière eux un conjoint et des enfants, quelques heures seulement après avoir été prévenus de leur départ en mission. Nous, alors, on est vraiment là pour la phase d'urgence. Donc on arrive le plus rapidement possible après une catastrophe, que ce soit un tremblement de terre, un cyclone ou autre. Là, on est arrivé à peu près une semaine après le typhon, le temps que le détachement se monte, soit projeté, etc. On a quand même la chance d'avoir des gens qui ont vraiment choisi ce métier, qui parfois tout petits ont commencé, jeunes sapeurs-pompiers volontaires, sont déjà dans un milieu du secours et c'est des gens qui sont disponibles, jeunes, qui cherchent un peu l'aventure. Le typhon a touché l'île de Cebu uniquement sur sa partie nord. C'est par la route que le commandement envoie l'équipe baptisée Golfe 2, composée de 30 sauveteurs, vers la région de Danbantayan, où de nombreux villages côtiers ont été coupés du monde. À la tête de l'équipe, le capitaine Cédric Dufeu, pompier dans les Yvelines. À ses côtés, David Lignac, le docteur, ancien médecin de la Légion étrangère. En situation d'urgence, la procédure est toujours la même. Aucune intervention ne se fait sans prendre contact avec les autorités locales. Dans la ville de Talisay, le capitaine Dufeu fait donc un premier bilan des besoins les plus urgents avec le maire et son équipe. Est-ce que vous pouvez me montrer l'école, les bâtiments où il y a des enfants et ceux qui sont vides? Quel problème de santé vous avez avec les enfants? Fièvre, diarrhée. Vous avez besoin de consultation, de médicaments? Il est docteur. Je suis docteur. Je peux vous aider. Quand est-ce que vous pouvez commencer les consultations?
D'abord, j'ai besoin de voir où se trouve l'école, pour voir si on peut vous aider à reconstruire le toit. Dès qu'on aura commencé à travailler, notre docteur pourra lancer les consultations au même endroit, en même temps qu'on travaille. Dès demain peut-être. Bien reçu. Bon, il y a des nids de poules un petit peu partout là. Vous faites attention pour le chargement. Roulez tranquillement. Moi, je vous attends sur le bord de la route. À la base arrière, une deuxième équipe va prendre le départ. Sa mission se déroulera sur l'île voisine de Leyte, l'une des plus dévastées après le passage du typhon. L'équipe aura pour nom de code Golfe 1. Il lui faudra plus d'une journée de bateau et de car pour atteindre la ville de Palau, l'objectif de la mission. Que les sauveteurs soient expérimentés ou novices, chaque kilomètre parcouru creuse d'heure en heure un fossé entre ce qu'ils ont déjà vécu ou imaginé et la réalité de la catastrophe. Aux alentours de Palau, rien n'a résisté au typhon. Au milieu du chaos, l'équipe a du mal à s'orienter. Vous savez où est le camp international? Le camp international? Là-bas, près de l'église. On est à Palau. Voilà, c'est plus rien. Plus rien. Il y a pas mal de zones dévastées depuis qu'on est arrivé là, pendant toute la route, mais là, on a l'impression de ne pas savoir par quel point commencer, quoi. C'est vraiment le chaos. On sait même pas par où commencer en fait. Il n'y a plus rien, donc il y a tout à faire. Je sais pas comment on va faire. On verra. On va retrousser les manches. Par leur sourire, quoi, par leur gentillesse. On a eu des bons jours, des sourires sur tout le long de la route. Pour rien, juste pour notre arrivée, quoi. C'est pas du tout la même mentalité, quoi. Ils gardent le sourire alors qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils dorment dans les morceaux de métaux, ils se détendent dans les morceaux de tôle. Quand ils en ont. On a vu un petit enfant qui nous tendait un oiseau mort pour nous vendre un oiseau mort. Enfin, c'est dur, mais bon. Pour eux, faut le voir sur eux là. Oui, vous êtes bien dans la ville de Palau. Mais vous feriez mieux de rentrer à la maison maintenant. Il pleut. Il n'y a même pas de mots pour pouvoir dire ce qui se passe ici, quoi. Je m'attendais à... On avait les images de la télé et quand on a la vue 3D, on va dire, et qu'on voit par nous-mêmes l'ampleur des dégâts, c'est plus qu'une surprise, c'est tout qui vient. Il y a l'émotion, il y a le désespoir de se dire qu'on n'arrivera jamais au bout et de se dire que on sait pas à quoi on va servir si on va y arriver, quoi. Je me suis pas dit je vais servir à rien, je me suis dit ce qu'on va faire, ça va pas être grand chose. Ça va peut-être être énorme pour les gens qu'on aime, mais par rapport
à l'ampleur des dégâts, c'est pas grand-chose. Le lendemain de son arrivée, le capitaine Vincent Gilliard, chef de l'équipe Golfe 1, part à la rencontre des autorités locales. Il doit lui aussi définir les chantiers les plus urgents qu'il doit confier à son équipe. Militaire de carrière, il a déjà servi en Guyane et au Liban. À Palo, petite ville de 60 000 habitants, les longues files d'attente sur les bords de la route indiquent les points de ravitaillement tenus par les ONG, arrivés après la catastrophe. À la mairie, partiellement détruite, des volontaires organisent la collecte et la distribution de l'aide humanitaire. 10 jours après le passage du typhon, 2000 personnes sont encore portées disparues et la ville compte ses morts. Hello, nice to meet you. Captain Gilliard, French Civil Protection. D'abord, on a besoin d'abris parce que tous les toits se sont envolés. Toutes les maisons sont détruites. 100% des maisons sont détruites. Il y a des gens qui ont pratiquement tout perdu, surtout ceux qui habitaient près de la mer. Ceux-là, il faudrait les mettre dans des abris temporaires. Ok, on peut y amener les tentes et les monter pour eux. C'est possible d'aller voir sur place? Oui, elle va vous y emmener. Comme ça, vous pourrez voir l'emplacement. Il faut commencer par un endroit, puis un autre, et encore un autre. Et peut-être que comme ça, on va y arriver. Oui, une chose après l'autre. C'était vraiment une jolie ville avant le désastre. C'est triste de voir que tout a été détruit. Mais les gens travaillent dur pour reconstruire leur maison. Je sais qu'ils ont la force pour le faire. Et avec l'aide extérieure, je sais que nous arriverons à reconstruire. Que nous pouvons reconstruire nos maisons comme elles l'étaient, avant. Aucune intervention ne se ressemble, qu'elle soit petite ou majeure comme ici, qu'elle soit en France ou à l'étranger. Mais devant de telles catastrophes, je vais faire la projection peut-être avec la tempête de 99 en France, puisque j'ai vécu pour le Val d'Oise à cette époque-là. Finalement, je trouve que devant la catastrophe, les gens ont des ressources. Il y a la première phase, un peu complexe, mais je crois que la nature fait bien les choses et que les gens se recalent. 99, les gens sont débrouillés quasiment tout seuls en grande partie pour remettre des tuiles, des bâches, etc. Le Val d'Oise, 13 000 interventions en l'espace de 3 jours, c'était plus qu'une activité mensuelle. Donc on ne pouvait pas donner plus. Et les gens eux-mêmes ont réussi à retrouver des ressources. Sur l'île de Cebu, l'équipe Golfe 2 du capitaine Dufeu a déjà démarré plusieurs chantiers, dont la reconstruction des toits de l'école de Talisay. Patrick, tu en es où du chantier? Quoi? Tu en es où du chantier? Pour l'instant, c'est parti. Alors là, on a couvert complètement, là, 20 mètres carrés. Là, il nous reste à faire le fêtage jusqu'ici. Donc, fixer les 2 dernières tôles ici, fixer le fêtage là, et revenir en descendant. Et c'est bon. Ça marche. Tu gardes ton unité ou il faudra faire un roulement? Là, on vient de le faire. Bon, super. Pour faire face à l'urgence, les sapeurs-pompiers se transforment en charpentiers ou couvreurs. Pour la population, la reconstruction des écoles est une priorité. Elles sont les seuls lieux d'accueil pour les enfants, pendant que les parents tentent de reconstruire leurs habitations. À Talisay, les professeurs et le personnel de l'établissement se sont organisés pour apporter le maximum de réconfort aux élèves.
La plupart des enfants dorment dans des tentes chez eux et n'ont pas de quoi manger tous les jours. C'est pour ça que nous leur donnons des repas supplémentaires à l'école. Comme nos ressources sont limitées, on organise ces repas 2 fois par semaine. Comme ça, quand ils rentrent chez eux l'après-midi, au moins ils ont l'estomac rempli. On essaie de leur redonner de l'espoir et de guérir les séquelles du typhon. Petit à petit, on arrive à faire du bon travail. Et grâce à vous, on peut déjà reconstruire nos salles de classe. J'ai bon espoir qu'avec votre aide, il ne nous faudra pas plus de 2 mois pour que notre système scolaire tout entier soit remis sur pied. Alors qu'à Talisay, le chantier s'achève, le capitaine Hermine part en reconnaissance pour trouver une nouvelle école à réhabiliter. L'intervention française aux Philippines est courte. Une seule journée d'inactivité serait vécue par les équipes comme un échec. Donc là, on choisit vraiment les établissements qui peuvent servir à toute la population, en favorisant bien sûr le tronçonnage, nous avons du matériel, tout ce qui est toiture, puisque là nous avons du bâchage, nous avons de quoi remettre les toitures métalliques, de quoi sécuriser le site et ensuite réhabiliter les classes. Bon, cette structure-là, bien évidemment, c'est du gros œuvre, ce n'est pas de notre compétence. Par contre, juste les classes qui sont derrière, ce sont des classes qu'on va essayer de réhabiliter. Voilà, il y a la partie tronçonnage, ça parle tout seul. On voit que l'arbre s'appuie encore sur la toiture et on va essayer de faire en sorte de pouvoir retirer une partie de l'arbre du toit. Good morning. Good morning. Good morning. Voilà, on va sécuriser pour les enfants, on voit bien que tout le faux plafond tombe. On va découper ça et remettre la toiture métallique, toutes les tôles, pour que comme ça, lorsqu'il pleut, au moins les enfants puissent aller à l'école et travailler dans des conditions bien plus correctes que celles-ci. Sur l'île de Leyte, l'équipe Golfe 1 s'organise. Les sauveteurs se concentrent sur leur mission pour échapper au découragement face à l'ampleur de la tâche. J'ai envie de dire, tant qu'on l'a pas vécu, c'est assez difficile à imaginer, quoi. C'est vrai que c'est vraiment le chaos. C'est impressionnant, c'est impressionnant. T'as pas un centimètre carré qui est épargné. Tu trouves de tout n'importe où. T'as envie de tous les aider, donc t'essaies un peu de discuter avec eux, de savoir quels sont leurs besoins, etc. quoi. Mais tu te dis que de toute façon, là, c'est un travail qui va durer plusieurs années. Il y a toute une reconstruction à faire. Et malheureusement, tu peux pas aider tout le monde, quoi. Alors que tu as du matériel sur toi. Nous, on avait des tentes. J'étais en train de discuter avec des gens qui n'avaient pas de toit. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est prendre une tente et puis leur donner directement, quoi. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe, et ce serait pas les aider. Alors ça, après, ça aurait créé un mouvement de foule, tout le monde serait venu à nous. Faut qu'il y ait quand même de la structure comme dans les secours, quoi. Leur première mission est d'installer le camp provisoire pour héberger les rescapés. Ok, on met une troisième tente à ce niveau-là. Et l'accès qui est juste à côté, on n'y touche pas. Ok, ça sera pour faire un cheminement pour les gens. L'adjudant Jean-Charles Rousseau coordonne les opérations. Ancien parachutiste, il a rejoint la sécurité civile après un accident de saut en 1999. Ah oui, très bien. Combien tu penses un mec là? On en met 3 pour l'instant
sur une rangée. 3-3-3. Et là, on va essayer de faire une tranchée là, pour la rétention d'eau parce que ça s'accumule. Et on va faire une espèce de sortie côté route avec des bastins de bois, des billots de bois de 1 mètre, de façon à ce que les gens ils puissent marcher dessus. Okay. Voilà. Donc là, ils sont partis chercher les tronçonneuses pour couper les billots de bois. Le temps qu'ils me finissent la zone là et on continue à monter les tentes là. Pensez à bouffer aussi. Hein. Oui, oui, oui. Le prochain chantier de l'équipe sera le plus grand hôpital de la région, fermé depuis 12 jours. Les bâtiments sont situés à 200 mètres de la plage. Lors du passage du typhon, une vague de 3,50 m a tout rasé sur son passage. Je suis venu voir si vous avez besoin de purifier l'eau. Et si vous voulez que mon équipe protège votre toit avec des bâches. Oui, bien sûr. Vous pouvez me montrer? Là-bas, vous voyez ce bâtiment? On pourrait l'utiliser si on mettait juste une bâche pour recouvrir la toiture. Ok. Celui-là. Celui-là. Ok, ça vaut peut-être le coup de les faire rebasculer ici. Donc des bâches ici et là-bas, et de l'autre côté aussi? Oui, ça serait bien aussi. Ok. On vient juste de nettoyer ici ce matin. On a utilisé une lance à incendie pour enlever la boue. Mais on est d'accord que la priorité, c'est l'autre bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, pour protéger le toit. Oui, mais celui-là aussi, si vous pouvez. On a un autre gros problème, c'est que tout le circuit d'eau courante a été coupé. Si on pouvait le reconnecter, on pourrait enfin avoir de l'eau dans l'hôpital. Vous savez où il a été coupé? Demandez à notre plombier. Il va vous montrer, il connaît ça mieux que moi. Et il parle anglais. Aux Philippines, tout le monde parle anglais. Enfin, à peu près. Ok. Broken English. Thank you very much. Installer des bâches pour couvrir les toits, raccorder des tuyaux pour remettre l'eau courante. Des objectifs simples, mais qui peuvent tout changer et permettre d'envisager bientôt la réouverture de l'hôpital. Je savais d'avance que si je ne réussissais pas à mettre en eau dans les bâtiments, il y avait des familles qui n'avaient pas d'eau justement pour se laver, pour boire. Parce que sans eau, l'eau c'est la vie, hein, donc pour moi c'était une mission prioritaire. S'il fallait que je travaille toute la nuit, j'aurais travaillé toute la nuit. On va avoir de l'eau ici. Hein? Ok, impeccable. Mission réussie. Yes. Je pense que la satisfaction, c'est dire voilà, pendant la semaine où on a passé ensemble, on a pu vraiment vivre des moments forts au niveau travail, au niveau cohésion, au niveau de la population, aussi la reconnaissance qu'a la population. C'est ce qui nous élève et ça nous donne encore plus de force tous les jours. Et pour moi, c'est une satisfaction. Thank you. Au quartier général à Cebu City,
Les responsables du détachement suivent de près les opérations par l'intermédiaire des rapports quotidiens envoyés par les capitaines sur le terrain. La boue 2. Tabogon, voilà. À Tabogon, donc ils sont installés et leur chantier, il est ici. Voilà. Tac. Bon, j'ai eu un contact là il y a quelques minutes. On est déjà sur quelque chose là qui est clair. Visiblement là l'opération est lancée. D'accord, donc là c'est bien Golfe 2. Hein. Oui, c'est Golfe 2. L'intervention de la sécurité civile française s'inscrit dans un vaste dispositif international où de nombreux pays sont représentés. Chaque chantier réalisé doit donc faire l'objet d'un rapport aux Nations Unies. Sur l'île de Leyte, c'est le capitaine Gilliard qui assure le lien avec les équipes internationales. Il se rend pour ça à Tacloban, situé à une dizaine de kilomètres de Palau. Après le passage du typhon, Tacloban a été coupé du monde et des scènes de pillage ont plongé la ville dans le chaos. 2 semaines après, l'ordre est revenu et l'aide humanitaire afflue enfin. L'armée américaine a envoyé 7000 hommes et un porte-avions, les Britanniques un porte-hélicoptère. Face à ces moyens considérables, les 17 sauveteurs du capitaine Gilliard doivent trouver leur place. Le dispositif international est piloté par les Nations Unies avec une structure provisoire dénommée l'OSOC, en français, Centre de coordination des opérations sur site. Moyens logistiques ou médicaux, nourriture, tout ce qui arrive sur l'île est répertorié et redistribué à ceux qui en ont le plus besoin. Au milieu des ONG, des membres de l'ONU ou de l'Union européenne, le capitaine Gilliard vient rendre compte de l'avancée des travaux de son équipe à Palau, la ville qui leur a été affectée par les Nations Unies. Je vais vous faire un schéma. Il y a un premier bâtiment comme ça, et un second, à côté. Et on travaille sur tous les toits du premier et du second bâtiment. La première partie ici et cette partie-là se sont envolées avec le vent. Donc on met des bâches depuis ce matin. Encore 1 ou 2 jours de travail et je pense qu'on pourra rouvrir l'hôpital. Hier, on a rencontré des médecins et ils étaient très contents de nous voir parce qu'ils n'avaient pas encore vu d'Européens dans la ville de Palau. Je voulais aussi vous prévenir que ce serait ma seule visite à l'OSOC de Tacloban parce qu'il y a beaucoup de routes. Il y a beaucoup d'embouteillages. Et il faut vraiment qu'on se concentre sur la ville de Palau. Bon, je vous laisse. Ravi de vous avoir rencontré. Et bon courage. La visite du militaire français s'apparente plus à de la diplomatie. Dans le concert de l'aide internationale, il est celui qui vient signifier la présence de la France sur le terrain. C'est plus, on va dire, de la politesse hiérarchique et opérationnelle de venir ici, mais c'est complètement nécessaire. Qu'on soit habitué ou pas habitué, on est obligé de faire avec, donc il faut qu'on connaisse un peu toutes les nationalités. La barrière de la langue, on essaie de parler anglais comme on peut, on arrive toujours à se faire comprendre. Avec les termes techniques, c'est un peu plus difficile, mais on est condamné à réussir. Généralement, on y arrive. Au nord de Cebu, l'équipe du capitaine Hermine inaugure la réouverture d'une nouvelle école. Peu à peu, les élèves reprennent leurs habitudes avant d'entrer en classe, promesse d'un retour à une vie presque normale. Rompez les rangs!
Les travaux réalisés ont aussi permis d'installer une salle de consultation provisoire pour le docteur Lignac. Vous nous avez trouvé une pièce? Oui, c'est bon. Bon, c'est Baudry qui va vous l'aménager par contre. Ouais. Ouais, voilà. Et ils sont en train de mettre les caisses dans la salle, c'est la classe 10. D'accord. Classe 10, c'est parfait. Quand est-ce que c'est arrivé? Après le typhon. Ok, vous venez avec moi. Allongez-vous. Il y a beaucoup de plaies des membres inférieurs aussi, parce que en fait, suite au typhon, il y a plein d'objets un peu partout qui entravent la marche et puis la vie normale. Donc il y a beaucoup de petites traumatologies, de plaies un peu chroniques des membres inférieurs à traiter, des infections en cours qu'on essaie de bloquer. Suite à un cyclone, c'est un peu toujours le même scénario. Avec effectivement des problèmes de diarrhée chez les enfants, une recrudescence de pathologies ORL et puis de la traumatologie. Au niveau de la population, on sent qu'ils sont marqués sur le plan psychique et psychologique par le typhon et il y a pas mal de réactions de stress, d'insomnie, d'anxiété. À Leyte, l'adjudant Diane Mauclair, l'infirmière, tente elle aussi d'apporter les premiers soins d'urgence aux blessés. On sait qu'on est là pour aider dans l'urgence. On n'est pas là pour rester à long terme. Donc on sait que ce qu'on va mettre en œuvre ici, on n'aura pas les réactions des gens après, en fait, plus tard. On travaille sur le moment, on règle les problèmes dans l'urgence et puis après, voilà. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas la satisfaction de voir les gens retourner chez eux ou être soignés correctement dans une structure correcte. Voilà. Ça, on l'a pas. Ok. Ok. Ah bah il est bien. Ouais. Vous avez déjà fait adjudant là? Vous avez déjà fait adjudant de la récup de corps? Parce que là, vous avez vu comme il est gonflé? Ah, il est sur la gauche, tu le vois. Fais gaffe, hein. Ouais. Donc tu vois, l'histoire bateau, c'est peut-être pas plus mal. On va assurer le coup. On l'amène ici, comme ça on arrive avec le bateau, on le tire, on l'amène sur le bord et on peut le dégager directement. Ouais. Par contre, le bateau, il n'y aura pas de moteur dessus, on va le mettre avec une corde. Oui, voilà. Ok. Bon, on va le récupérer demain matin. J'ai vu avec la partie doc qui s'occupe de la partie récupération des corps. Il vient demain matin à 9 h. Pour 9 h, il faut qu'on l'ait mis dans la housse qu'il nous a donnée, dans la benne, et puis on va l'amener dans la partie morgue où il recense. Pour info, le docteur, qui est un dentiste habituellement, c'est son job actuellement, et ils en ont fait 11 aujourd'hui encore, 2 semaines après. C'est bon, Rousseau? Ok.
Sur l'île de Cebu, l'équipe Golfe 2 reçoit la visite du colonel Musson, adjoint du chef de détachement. Même en autonomie complète, les règles de la hiérarchie doivent être respectées. Madame la principale, je vous présente mon responsable. Dennis Masson. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Merci d'avoir réparé notre école. Je sais que c'est pas grand-chose. On fait de notre mieux. Mais on est tellement heureux de ce que vous faites. On va pouvoir réouvrir les classes demain ou la semaine prochaine. Merci, vraiment. You're welcome. Golfe 2 rassemblé, capitaine du feu, à vos armes, colonel. Ensemble, Pau. Monsieur, bonjour. Bien, je suis venu faire un point de situation avec votre chef, puis vous discuter un petit peu avec vous. Vous êtes sur le terrain depuis maintenant plusieurs jours. On commence à se voir sur les visages, sur les tenues, c'est normal. C'est pas fini, encore un peu de travail. Mais bon, je pense que vous êtes satisfaits de ce que vous avez fait. En tout cas, le principal, c'est que les gens que vous avez servis ici, loin du pays, le sont également. Vous savez, je pense que le capitaine vous l'a dit, que le ministre des Affaires étrangères a adressé un mot de félicitations avant la fin de la mission. Mais c'est dire si effectivement la satisfaction est bien remontée. Voilà. Comment Calme. Opérant. On va essayer direct sur la planche parce qu'il n'y en a qu'une de même. Vous allez faire la première opération et puis après. Ça va, ça m'a les gens ? Impec, super. L'autre rose, il arrive avec la même quasiment. Ça au milieu, sur le côté encore. Et puis, donc on va mettre le corps en fait dans un filet, une espèce de filet de pêche. On l'enroule. Ouais. Comme ça on pourra prendre en haut, enfin la tête et au niveau des pieds. Ouais, des poignets. On le met sur le brancard, on brancarde, on le pose au sol, là, et après on le met dans la bâche. Ouais. On va essayer de le mettre au la face contre le sol, on ne sait pas si en le retournant, qu'on peut voir en le retournant au niveau du visage, si ça se trouve il a été atteint par un objet ou un truc comme ça, donc ça peut être impressionnant, quoi. C'est jamais marrant et c'est jamais normal de sortir un corps mort de l'eau, donc d'autant plus que ça fait quand même quelques jours, on voit déjà qu'il est en légère décomposition, donc il y a une petite tension quand même. Attrape la bâche, Corinthi, attrape la bâche là, dessous. Voilà, super. Super, les gars. Allez les gars. Attention, c'est bon, on y est. Allez, on ferme. C'est jamais facile, c'est jamais facile. On a le visage de toutes les personnes qu'on a fait, quoi. C'est dans un coin de notre tête. Là, aujourd'hui, j'y pense pas forcément. Si je devais y réfléchir, je me rappellerais de tous les visages. On ne s'habitue pas à la mort. Personne ne peut s'habituer, on peut juste essayer de se faire une carapace pour essayer de mieux s'y préparer. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire l'opération hier soir. On aurait eu le temps, hein, mais j'ai pas voulu la faire hier soir parce que je voulais que les gens soient prévenus qu'on allait faire ça. Je voulais forcer personne à faire ça. Voilà, parce que ramasser des gens décédés, c'est jamais rigolo.
Nous, tout ce qu'on veut, dans le cadre de l'aide qu'on apporte à la population, c'est leur rendre leur décédé dans le meilleur état possible. Voilà. Ils se sont engagés pour sauver des gens, mais aujourd'hui, chaque récupération de corps se fait dans la douleur. Chacun sera marqué à sa manière, sans vraiment pouvoir raconter à ses proches ce qu'il a vécu au retour de mission. Souvent, les familles et les enfants, surtout, ils se demandent qu'est-ce que le mari ou le papa est allé faire là-bas. Pourquoi on a envoyé mon papa à 11 000 km. Bon, donc moi je leur dis souvent, papa il a été là-bas, voilà, il a aidé les gens, il y avait ça, mais sans rentrer dans le détail, quoi. Ils n'ont pas besoin de connaître les détails de ce matin, par exemple. Ouais, le pied, ouais. Mario Bontag. Everybody speak English? Tout le monde parle anglais? A little bit? Un petit peu? Okay. Ok, parfait. Alors, nous sommes tous pompiers en France. Et on est venu vous donner un petit cours de français parce que nous sommes français. Mayo Botag. En français, on dit bonjour. Mayo Gabi, c'est bonsoir. C'est pour le soir. Attends. Écris-le au tableau. Ok. Mayo Bontag. Mayo ketchup. Ok. Salamat. 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 Merci. In French, merci. Adoname, au revoir. Bye bye. Ok, c'est quand on s'en va. Oui, on dit au revoir. Vas-y, écris-le. Ok, you can write. Yes. Repeat. Bonjour. 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 Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Et comment on dit je t'aime? Comment tu dis ça en philippin? Nahigugma. What? Gihigugma. Gihigugma. Oh yeah. Oui, voilà. Et en français, on dit comment? En français, on dit je t'aime. C'est comme ça que ça s'écrit? Je t'aime? Eh, tu me dis pas ça à moi, hein? You know Zlatan Ibrahimovic football team in France. So my colleague and me say ici c'est and you say Paris. Ici c'est 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 Paris. Amping everybody. Amping. Ils viennent avec le sourire, c'est génial. Ils sont contents de nous voir et je pense qu'on va rentrer à la maison, on va relativiser en fait. On va relativiser sur plein de choses. Ouais. Ça fait du bien de partir, de voir ce qui se passe ailleurs. On a reçu vraiment une leçon de vie. On a énormément donné, les gens ont donné à 200%, les gens sont fatigués, etc. Émotionnellement, physiquement, etc. Psychologiquement. Mais ils ont reçu au centuple. Et donc, voilà, plus on donne, plus on reçoit. Ça, c'est vraiment la leçon de cette mission. Je pense que les gens vont repartir plein de souvenirs, des souvenirs plein la tête. Et puis, la satisfaction d'avoir pu aider des gens qui avaient tout perdu pour certains et qui nous l'ont rendu au centuple sans se plaindre, qui avaient un sourire incroyable, qui nous remercient en permanence. Et voilà, les gens, je crois, ont été assez bluffés de l'attitude et du moral
et de la capacité de résilience qu'avaient les gens face aux malheurs qui les avaient touchés. Dans la région nord de l'île de Sébou, l'intervention de la sécurité civile a permis la réouverture de 48 classes. Sur l'île de Leyte, l'hôpital a pu reprendre son activité. Après 12 jours de mission, les sauveteurs vont rentrer en France. Ils y retrouveront leur famille, leur quotidien, mais garderont les images de ce pays et de ses habitants, meurtris par un typhon dévastateur, mais déjà prêts à se reconstruire.